Émission du 27 septembre 2023. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, on a beaucoup parlé d'identité de genre ce mois-ci. On corrige le petit effet d'écho. On a entendu des politiciens, des experts, des personnes de la communauté, mais on trouvait qu'on n'avait pas beaucoup entendu de parents. Pas ceux qui manifestent leur intolérance, évidemment, mais ceux qui accompagnent ces enfants dans leur développement. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Cathy Zographou, thérapeute en relation d'aide, mais surtout maman d'un adolescent trans. Bonsoir, Cathy. Bonsoir. Quel pronom utilisez-vous? Elle. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous être une alliée de la communauté? Ben déjà, c'est soutenir mon enfant dans ses choix. C'est aussi prendre le temps d'aller m'informer de ce qui se passe dans les communautés, puis aussi de m'investir en tant que bénévole dans les associations. Et comment vous avez vécu les dernières semaines? Ben, à vrai dire, je trouve ça assez triste, mais j'ai évidemment le regard de parents qui essaient d'être bienveillants. En même temps, je peux comprendre les gens qui ne comprennent pas tout, mais c'est aussi des gens qui sont peut-être pas informés de tout. Et ça mérite d'aller se renseigner avant d'aller manifester, peut-être, parce que de l'autre côté, il y a aussi des êtres humains. Donc voilà, ce serait bien de pouvoir échanger d'une façon plus sereine. Et vous renseigner, vous l'avez fait, on va en parler dans quelques instants. Pour la chronique cinéma et télévision, Parfaite Mouswanga est avec nous ce soir. Bonsoir Parfaite. Bonsoir. Alors c'est le 15e festival Vassimadi. Oui. Et vous allez nous en parler. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à ce festival? Oh, toutes sortes de belles choses, vraiment. Des œuvres cinématographiques afro-queer, de l'art queer, on va en parler. Excellent. Alors, nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Alors, ils ont été plusieurs à l'avoir répété sur plusieurs tribunes dans les dernières semaines. Le soutien de la famille joue un rôle déterminant dans le bien-être d'un enfant qui affirme son identité de genre ou son orientation sexuelle. Alors, ce soir, on vous propose un témoignage d'une maman qui a décidé d'offrir ce soutien, même si le cheminement n'est pas toujours évident. Cathy Zographou, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, quand votre enfant vous en a parlé pour la première fois, c'était quand? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'accompagne mon enfant depuis maintenant 2 ans et demi. Donc, à l'époque, il avait 12 ans et demi, 13 ans. Puis, par le biais de sa grande sœur, qui est là d'ailleurs, merci, qui a été un soutien aussi pour notre enfant, de dire aussi, ben, dis-le aux parents ce qui t'arrive, ce que tu ressens, ce que tu as envie de partager. Et autour d'un repas, ben, ça a été annoncé. Et là, on a été, je vais être très honnête, un peu en état de choc en se disant, OK, là, il faut faire la figure poker face, genre, OK, pas trop alarmé, pas trop... Et puis en même temps avec plein de questions. Donc on a surtout ouvert le canal de la communication. Puis heureusement, on est assez proche de nos enfants avec le père des enfants. Donc on a vraiment échangé, essayé de comprendre. Et en même temps, on se prenait une vague de tsunami, comme beaucoup de parents quand ça arrive. Il avait quel âge? 12 ans et demi, 13 ans. 13 ans et demi. Puis là, maintenant, il a 15 ans. Et est-ce que ça s'est fait tout d'un coup, l'affirmation, ça s'est fait graduellement? Ça s'est fait graduellement. C'était l'annonce du changement de pronom, puis de la masculinisation de son prénom. Dans le vestimentaire, c'était déjà assez genré, plutôt masculin, donc on n'a pas vu de différence. Mais c'était aussi s'affirmer auprès de l'école, d'aller le dire et de demander aussi que ce soit un soutien, qu'on soutienne ses prénoms et son pronom. Et l'école a plutôt bien suivi, donc ça, je les en remercie parce que c'est pas toujours évident. Puis ça a été donc de Yale, on est passé à Hill parce que... Alors, je ne sais pas, j'avoue, très honnêtement, je ne sais pas si c'est lui qui nous a préparé gentiment à une progression ou s'il était lui aussi en réflexion. Je n'ai pas vraiment la réponse, mais en fait, on était à l'écoute. On était à l'écoute à se dire, OK, en fait, on va apprendre avec lui parce qu'on ne sait pas. Puis moi, j'ai fait la mère cool. Hein. Bon, c'est cool, ça va, je suis ouverte, c'est moderne. Puis en fait, au bout de 2 mois, non, c'était pas cool du tout. Je me mettais à avoir des crises d'angoisse, à pleurer, à me dire mais comment je vais pouvoir l'aider, comment je vais pouvoir l'outiller en tant que maman.
Dehors, c'est la jungle, hein, on le voit bien déjà les réactions qu'on peut voir autour de certains débats. Je me dis, bon, quel rôle, moi, comment je peux l'aider? Et comment vous avez répondu à cette question-là? Je suis allée me renseigner. Donc, je suis allée démarcher des associations. Je suis allée lire aussi des livres. On en parlera peut-être plus tard. Je suis allée me renseigner. Puis, j'ai commencé par le centre de santé Meraki, MERAKI, qui est sur Montréal et donc qui est un soutien avec des professionnels de santé. Et là, j'ai pu faire une première rencontre avec des parents, d'autres parents, en Zoom, qui vivaient la même situation. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement... ça fait du bien parce que d'abord, on avait les mêmes questionnements, mais on ne se sentait pas tout seul. Donc, on se disait, OK, on peut aussi échanger, on peut être soutenu. Puis ça, c'était déjà un premier pas. Puis après, il y a tous les questionnements de... c'est quoi le changement de mon enfant? Donc ça a été... alors comme tous les parents, hein, je vais être très honnête, on freinait de tout. On ne disait pas non, mais on freinait. Donc c'est-à-dire, je pourrais prendre des bloqueurs d'hormones? Oui, d'accord, attends, on va se renseigner. Bon, c'est réversible, ok, d'accord, on va y aller. Là, j'aimerais vraiment prendre la testostérone et j'ai vraiment besoin de passer ce cap. Et là, j'avoue très honnêtement, on s'est posé 1000 questions. Il y a des choses qui sont justement irréversibles. Est-ce que c'est à nous de prendre ce choix en tant que mineur? Donc nous, on a dit, est-ce que tu ne veux pas attendre tes 18 ans? On s'est posé la question, en fait, nous, qui on est, nous, pour donner cette décision aussi à un enfant qui le sent profondément. Et cette question, vous voulez te poser, en tout cas moi je le sens avec beaucoup de bonnes intentions, mais aussi avec le sentiment d'amour du parent envers l'enfant. Oui. Et c'est cette même question-là, c'est celle qui est brandie par les manifestants qui sont contre l'enseignement sur l'identité de genre et sexuelle à l'école. Donc, même question, mais posée dans des contextes différents. Vous, quand vous entendez que c'est cette question-là qu'ils ont saisie et qu'ils martèlent sur les grandes tribunes, qu'est-ce que ça vous fait quand vous l'êtes posé, mais avec des bonnes intentions? Mais je crois déjà qu'il faut écouter son enfant, puis il faut aussi lui faire confiance. C'est-à-dire que, alors évidemment, on a des âges, mais je parle aussi avec un enfant qui est assez mature, qui m'a dit aussi une phrase quand même extraordinaire que je vais citer parce que je la trouve tellement incroyable, qui un jour m'a dit, mais tu sais maman, en fait, on s'en fout des étiquettes. Moi, je suis juste un être humain qui va aimer un autre être humain, puis le reste, on s'en fiche. Puis ça, c'est vraiment une phrase que je garde à chaque fois que j'ai des questionnements, des doutes. Je me dis, en fait, c'est ça le plus important. Donc, je pense qu'il faut être à l'écoute, faire confiance aux enfants. Il y a des âges aussi. Alors moi, j'avoue que très honnêtement, c'est arrivé à un moment de l'adolescence, donc il y avait quand même une certaine maturité. Si j'avais un enfant de 6 ans ou 7 ans, je ne peux pas dire la réaction parce que je ne la connais pas. Mais par contre, il faut accompagner, ça c'est évident. Il faut vraiment... et puis moi, en tant que thérapeute, moi aussi j'ai été accompagnée parce que j'ai eu vraiment besoin de travailler aussi ce deuil. Alors, on fait un deuil de... Enfin, je vous dis comment moi je l'ai vécu. On fait un deuil d'identité, en fait. Mais notre enfant, il reste le même. Donc, en fait, on ne perd rien. C'est-à-dire que le sens de l'humour, sa façon d'être, etc., ça reste la même chose. Donc, c'est juste un passage. Puis, j'aimerais aussi conseiller aux parents qui vivent ça, quand souvent l'enfant demande j'aimerais changer de prénom, d'inclure les parents dans cette démarche, s'ils peuvent et s'ils ont cette communication, parce que d'abord, ça les... le choix d'un prénom d'un enfant, quand on est parent, c'est la première chose qu'on fait, donc c'est quelque chose de capital. Donc quand notre enfant nous dit, là, je veux changer pour masculiniser ou féminiser, d'impliquer les parents, je pense qu'il y a une symbolique très forte. Puis je pense que ça peut vraiment aider et l'enfant et le parent aussi à s'impliquer dans cette démarche. Vous utilisez le mot deuil. C'est quand même pas un mot anodin, c'est un mot qui véhicule beaucoup de choses dans la société, qu'on associe souvent à la mortalité, mais dans votre cas, vous l'avez dit, l'enfant, il est toujours là, toujours vivant. Pourquoi ce mot-là décrit bien ce que vous avez eu à vivre? Parce qu'en fait, je pense que c'est plus le questionnement de... On a connu quelque chose, on va vers de l'inconnu. Puis là, pour moi, c'est ça, ce deuil. C'est-à-dire que j'avais un enfant qui est né d'un certain sexe, puis qui va changer, et puis c'est correct pour ça, mais juste, c'est l'inconnu, le cheminement qu'il va avoir, comment ça va être perçu, comment je peux l'accompagner. Moi, c'était plutôt ça, ce deuil de me dire. Puis même dans mon rôle de maman. Donc moi, c'est ça qui est venu me chercher et que j'ai dû vraiment travailler parce que je me sentais impuissante. Et puis ça, je pense que tous les parents qui accompagnent leurs enfants et qui sont dans une démarche d'ouverture, faut pas hésiter à aller se renseigner, de se faire aider soi-même,
Et puis d'aller aussi faire soutenir son enfant par des thérapeutes aussi. L'accompagnement de l'enfant, mais l'accompagnement des parents. Ah oui, c'est primordial. Et tout aussi important. Vous avez fait des recherches, vous en avez trouvé des ressources. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qui vous a aidé? D'abord, je vais citer quelqu'un d'important, puisque c'est de la Fondation Émergence, qui s'appelle Patrick Desmarais, qui est donc le président de la Fondation Émergence, qui était un ancien de mes collègues à moi, dans mon ancien travail. Puis quand je lui ai partagé ce que j'étais en train de vivre, ça a été le premier qui m'a dit, tu sais, tu vas avoir besoin de soutien. Puis moi, je l'ai regardé, je me suis dit, bah non, ça va aller. Bon, je vais gérer ça. Puis j'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Et en fait, il faut un temps aussi de digérer toute l'information, de passer tout le process, parce qu'on prend un temps. Puis moi, je vais être très honnête, il m'a fallu quelques mois, quelques semaines pour me dire, ouais, non, mais en fait, là, on est dans un gros changement. C'est un gros événement, ce qui se passe. Puis je ne peux pas mettre de tout, puis il va falloir aller chercher des ressources. Donc là, c'est venu me paniquer dans ce côté-là où j'étais un peu inquiète. Et je suis allée chercher des ressources et il y en a. Heureusement, il y en a. Comme alors, donc la Fondation Émergence, que je vais citer, la Fondation aussi Interligne, pour laquelle j'ai été bénévole. Pour les parents aussi, il y a Jeunes Identités Créatives aussi, qui sont vraiment impliqués auprès des parents. Gris aussi, ça c'est vraiment les soutiens que j'ai pu aller voir. Et puis ils font aussi beaucoup de PDF, de supports pédagogiques qui sont vraiment très très bien faits. Donc j'invite tous les parents à aller voir ces sites-là. Et le centre de santé Meraki aussi. Vous avez dit rencontrer d'autres parents qui vivent la même chose. Oui. Ça a été essentiel pour vous aussi, de cet échange-là? Ben, oui, parce qu'en même temps, puis c'est marrant aussi, parce que je fais partie aussi d'un groupe Facebook aussi de parents d'enfants trans, mais qui est francophone. Puis au début, je croyais que c'était que des gens du Québec. Puis je me rendais compte qu'il y avait des gens de la France, comme vous pouvez l'entendre, je suis française. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait... On était quand même bien là où on était à Montréal, au Québec. On est quand même bien parce qu'en France, il y a beaucoup aussi de réactions qui sont très vives. Le soutien n'est pas le même aussi. Puis je vois beaucoup de désespoir aussi dans la façon de gérer auprès des parents. Donc oui, moi ça m'a fait du bien aussi d'écouter, de partager aussi, de dire ben là c'est difficile, mais vous avez aussi besoin de temps. Vous avez aussi besoin de gérer vos émotions. Il y a vraiment beaucoup de... Ce partage-là est fort et puissant, donc on s'entraide aussi là-dessus, donc je pense que ça peut être... Mais même pour les enfants doivent aussi se retrouver dans des groupes justement qui sont identitaires, parce que c'est aussi leur façon de grandir aussi, et de s'identifier à d'autres. Donc ça, ce sont des organismes qui vous ont aidé, mais vous avez mentionné aussi que vous avez été chanceuse que l'école soit très ouverte dans votre accompagnement. Il y avait des ressources aussi à l'école. Je pense entre autres à un sexologue qui a été là pendant un certain moment. Oui. Et cette aide-là, est-ce que vous pouvez nous en parler d'abord? Qu'est-ce qui était offert à l'école? Alors, donc, quand il a voulu dans la transition, a dit moi, je vais aller voir l'école, je vais aller voir la directrice, puis s'est présenté pour dire voilà, je veux changer de nom, j'aimerais changer de pronom. Puis, évidemment, est venu parler aussi des vestiaires, pour le sport, des choses comme ça où il était plutôt mal à l'aise. Puis... Donc, il en a parlé à la directrice, puis en rentrant le soir, il me dit « Tu vas voir un appel de la directrice ?» Je dis « Ok ». Et j'ai dit « Est-ce que tu peux me dire pourquoi ?» Elle me dit « Non, tu vas voir ». Puis elle m'appelle et elle était très malaisante parce qu'elle ne savait pas si je savais tout ce qu'il m'avait dit. Et elle me dit « Écoutez, je ne sais pas trop comment vous dire. » Je dis « Non, mais je suis au courant par rapport à mon enfant, allez-y. » Et elle me dit « Écoutez, j'ai été assez bluffée par... la droiture, l'aplomb de cet enfant qui s'est posé face à moi pour dire voilà ce que je suis en train de traverser, voilà ce que j'aimerais que vous puissiez mettre en place, et puis je viens chercher du soutien. Et là, la directrice a proposé, puisqu'il y avait un sexologue à l'école, Alexandre Dussault, que je cite, qui a été vraiment très important, qui a vraiment été un relais entre les professeurs et l'équipe pédagogique pour dire ben voilà, il y a cet enfant qui est en train de vivre cette transition, qui change de prénom, qui change de pronom. Merci de l'accompagner, d'être attentif à ça et de le soutenir dans cette démarche. Donc ça, c'est pas toutes les écoles. En tout cas, moi, je trouvais ça très, très beau de leur part. D'ailleurs, il n'est plus là, le sexologue, à l'école? Non, il n'est plus là. Puis quand j'ai demandé pourquoi il n'y avait plus de sexologue, on m'a dit, ah ben là, on a mis un autre éducateur pour autre chose. Puis pour moi, ça me semble évident, d'ailleurs, que dans les écoles, surtout à cet âge-là, à la période de l'adolescence, il y ait des sexologues dans toutes les écoles, parce que, évidemment, il y a tellement de questionnements que ça mérite d'être présent. Donc, Et cette aide-là qu'il a reçue à l'école vous a aussi permis de mieux comprendre ce qu'il vivait au quotidien, parce que c'était pas tous les jours très rose pour lui. Non, c'est pas toujours... non, puis...
Alors, encore une fois, c'est pareil. Quand vous arrivez dans une école, vous êtes arrivé en secondaire 1, puis que vous allez jusqu'au secondaire 5, on vous a conduit d'un certain sexe, et puis vous allez changer en cours de route. Bon, ben, vous avez des gens qui sont vos amis depuis le début, puis qui vous soutiennent et qui sont là. Puis il y en a d'autres qui vous regardent, mais comme la société, en fait, ça reflète la société, qui vous regardent en disant, mais pourquoi il change de ton de voix? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il change de pronom? Pourquoi il change de prénom? Donc, c'est pas toujours bien compris. Puis, au début, mon enfant était avait réponse à tout. C'est-à-dire que les personnes, il allait face à ces personnes et disait, OK, mais voilà ce que moi je suis en train de vivre, puis il essayait d'expliquer. Puis si c'était pas compris, il passait son chemin. Mais il y a quand même une fatigue et une lassitude quand ça fait 2 ans que vous êtes toujours en train d'expliquer mon pronom c'est ça, mon prénom c'est ça. C'est des micro-agressions au quotidien qui font que c'est assez usant. Et mon enfant a été suivi justement par une psychoéducatrice qui m'a dit, là je suis alarmée parce que votre enfant en fait il est fatigué de répondre à tout ça tout le temps. Alors des fois, il y en a qui faisaient exprès de le mégenrer, juste parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais donc ça a été un petit flag, déjà le premier, où je me suis dit, OK, là, ça vient jouer aussi sur la santé mentale de mon enfant. C'est-à-dire que là, je l'ai observé, je l'ai regardé. Vous l'avez vu dans son comportement? Je l'ai vu se recroqueviller, être plus isolé, etc. Puis là, je me suis dit, bon, ben là, si ça joue sur sa santé mentale, non, là, il faut aller plus loin. Là. Donc, avec l'accord de notre enfant, donc la psychoéducatrice a vraiment intervenu auprès de l'école pour dire aussi, ben, voilà ce qui se passait, voilà ce qu'on pouvait mettre en place. Et puis, même si on parle encore de ces fameuses toilettes qui font rire un peu tout le monde, moi, mon enfant, je lui pose la question, je fais, comment tu fais, toi, quand tu vas? Il me dit, ben, je vais dans les toilettes des garçons, mais j'attends, je regarde qui y va avant, je vérifie s'il n'y a pas trop de monde, puis je fais attention. Puis là, je me dis quand même, c'est-à-dire qu'il sait déjà que dans ces toilettes, il peut se passer quelque chose. Et là, je me dis quand même, c'est un état de stress d'être sur ses gardes en fait, tout le temps, c'est ça. Donc, ces questions de toilettes, c'est pas si anodin. Il y a vraiment un endroit sécuritaire où il y a besoin d'être là, puis, mais ça peut ne pas être compris tant qu'on l'a pas vécu. Ça peut pas être compris. Je peux le comprendre, ça. Donc, je le partage. Il y a une autre ressource aussi qui vous a été utile, l'orthophoniste. Oh oui, ben oui. Mais oui, parce que la première chose aussi, quand j'ai discuté avec mon fils, je lui dis, bon, c'est quoi qui te manque là, maintenant, pour te sentir bien ou te sentir un peu plus dans ta peau? Il me dit, ben, tu vois, moi, c'est ma voix. Je lui dis, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je suis allée me renseigner auprès d'orthophonistes. Puis, je dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Puis... certaines orthophonistes, pas toutes, ont dit, moi je peux faire quelque chose justement et travailler justement pour pas trop fatiguer la voix aussi à ce moment-là, parce qu'ils prenaient pas d'hormones et ils savaient pas d'effet non plus sur sa voix. Donc à travailler justement pour mieux se sentir mieux dans ce qu'il ressentait. Et d'ailleurs, dans ce même désir-là, ça c'était au début, mais après quelques temps aussi, il vous a parlé de la testostérone, vous en avez glissé un mot, vous avez quand même, et, comme vous l'avez dit, réagi un peu avec les freins, vous êtes posé des questions, mais il y a quelque chose qui vous a convaincu. Ben, en fait, c'est... Quand votre enfant il vient vous dire, moi, le cap d'après, ça va être de prendre la testostérone parce que je vais être vraiment... Il va y avoir vraiment des changements physiques qui font être que je vais être vraiment à ma place. Moi, la première chose que j'ai dit, mais tu crois qu'on va pas se moquer de toi quand tu vas avoir un peu de moustache comme on est en train de se moquer de toi pour ta voix? Je veux dire, ça va être bien pareil. Il me dit, oui, mais là, je serai droit dans mes bottes, puis je serai à ma place parce que je me sentirai plus fort. Donc ça, déjà, il faut écouter ça. C'est-à-dire qu'on peut ne pas comprendre. Puis moi, je lui ai dit à mon enfant, moi, je ne vais pas tout comprendre. Tu prends un chemin difficile, moi, je vais t'accompagner. Il y a des choix que tu vas prendre où je ne serai peut-être pas d'accord. Par contre, tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien, ton père, ta sœur. On est tous là, c'est vraiment une famille unie. Mais c'est pas simple. Donc, c'est vraiment l'accompagnement. Puis moi, c'était aussi de prendre des décisions pour cet enfant qui, pour moi, était mineur, en me disant qui je suis moi pour prendre cette décision, oui ou non, alors que c'est son corps, en fait. Donc ça a été un gros questionnement pendant longtemps avec son père. On a lu beaucoup, d'ailleurs, je vais parler de ce livre, qui s'appelle « Jeunes trans et non-binaires » de quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on voit partout à la télé, Annie Pollen Sans Façon et Denise Médico, parce qu'évidemment, il y a toute la thématique sur justement tout ce qui est sur l'accompagnement pédiatrique et les traitements hormonaux. Donc là, il y avait plein de réponses à nos questions. Donc déjà, on est allé se renseigner et chercher des réponses. Puis moi... à partir du moment où ça venait jouer sur la santé mentale de mon enfant, j'ai changé. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, c'est quoi l'idée? On va le laisser.
parce que, comme disait la pédopsychiatre, ça veut dire qu'en fait, elle nous accompagne en nous disant, mais ou vous l'accompagnez dans la prise de la testostérone, ou alors il peut le faire tout seul puisqu'il a 14 ans. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Puis là, je dis, mais non, on va l'accompagner, puis on va y aller, surtout si ça joue sur sa santé mentale. Donc ça a été le point important. Encore une fois, pour moi, c'était trop tôt, mais c'est son choix. Mais il faut aussi, en tant que parent, se dire, faut faire confiance aussi aux enfants. Je veux dire, on a des enfants qui sont extrêmement matures, extrêmement ouverts, ils ont beaucoup d'informations. Mais par contre, il faut garder le canal de la communication et se dire, mais moi, je comprends pas tout. Moi, j'ai besoin de réponse avant de prendre une décision. Donc, tu vas me laisser ce temps. Et on s'est laissé les deux, autant l'enfant que les parents, ce temps-là pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour les deux. Vous avez apporté un autre livre aussi qui vous a été utile? Oui, alors c'est une maman qui a écrit ce livre, ça s'appelle le journal Transition, c'est le journal d'Anne Marbeau, avec justement des dessins d'Élodie Durand. Et c'est une maman qui parle de la transition de son enfant. Et en fait, c'est un peu mi-BD, c'est assez facile à lire. Je me suis tellement reconnue dans ces histoires, dans tous ces questionnements. Je me suis dit, mais cette maman, elle raconte mon histoire, en fait. Et ça a été un des premiers livres que j'ai lu. J'ai trouvé ça beau. Je me suis dit, bon, OK, ben, on n'est pas seul, ça va le faire. Puis, on va avancer. Puis, et puis aussi, il faut aller avec la société. Ça change, ça bouge. Il faut pas être fermé. Parce que c'est bien beau Je pense qu'il y a une différence entre vouloir protéger ses enfants et leur imposer une vision de la vie. Donc, moi, j'ai fait ce choix de me dire, OK, on va ouvrir... Je terminerai en vous parlant de votre travail. Vous êtes thérapeute en relation d'aide. Clairement, on sent qu'il y a une connexion entre la sphère personnelle de votre vie, la sphère professionnelle. Oui. Comment ces deux sphères-là se parlent, se nourrissent? En fait, quand j'ai fait cette formation, c'est une reconversion d'ailleurs, donc de thérapeute en relation d'aide complémentaire, puis praticienne en art-thérapie. D'abord, je me suis rendu compte des listes d'attente qu'on pouvait avoir en tant que justement... on a vécu ça nous-mêmes. Puis je me suis dit quand même... c'était une évidence pour moi de me dire je veux faire une différence au sein de la communauté. D'abord, parce que personnellement, je l'ai vécu. Puis deux, professionnellement, je peux amener des outils et des aides aux familles, que ce soit les enfants ou les parents, ou même les deux en même temps. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, c'est là où je me suis dit c'est une évidence. Puis, je pense que je peux faire la différence et je peux aider. Donc, n'hésitez pas, les parents, si vous avez besoin. Oui, parce qu'on vous le dit dans les organismes, il en manque des parents d'enfants trans pour partager leur histoire, accompagner les autres parents. Quand je suis allée à Interline, justement, en tant que bénévole, j'avais une réunion de bénévoles, justement, puis même moi, je me suis retrouvée à faire aussi des formations, par exemple, sur le polyamour. Il faut être ouvert à ça, il faut aller se questionner, il faut aller écouter, il faut grandir avec ses enfants. Quand j'ai dit, moi, je suis dans le public qui était là de bénévoles, je dis, mais moi, je suis une maman d'enfants trans, donc je me dis, mais c'est la première fois qu'on voit une maman d'enfants trans, en fait, et on en manque cruellement, parce qu'on en a au bout du fil, en fait, qui nous appellent, puis on ne sait pas quoi leur dire, ou on est un peu, des fois, dépassé. Je dis, mais justement, on a ce rôle-là aussi, donc ça va être mon cheval de bataille. On vous souhaite bon succès dans ce cheval de bataille-là, mais aussi un bel accompagnement dans votre famille. Vous semblez sur une belle voie jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Cathy Zegrafou. Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. C'est la ministre de la Famille du Québec, Suzanne Roy, qui sera chargée du comité de sages sur l'identité de genre. Elle devrait préciser le mandat et la composition du comité d'ici Noël. Radio-Canada rapporte qu'en point de presse, la ministre s'est fait demander si des membres de la communauté LGBTQ+ seraient représentés. Elle a répondu que ce n'est pas un comité de représentation à ce moment-ci, mais que personne ne sera oublié. Plusieurs professionnels de la santé et chercheurs universitaires ont exprimé des inquiétudes sur la composition du comité. Au Nouveau-Brunswick, une nouvelle démission est survenue dans le camp progressiste conservateur en lien avec la politique 713. Selon Radio-Canada, une présidente de circonscription qui a un frère trans a quitté ses fonctions pour dénoncer les prises de position du premier ministre Blaine Higgs par rapport à la communauté trans. Un autre président de circonscription avait aussi annoncé sa démission à la mi-septembre.
Le réseau social TikTok a entamé des discussions avec le gouvernement kényan pour bloquer l'accès au contenu LGBTQ+, selon le Washington Blade. Les lois du pays interdisent la diffusion d'informations sur les réalités LGBTQ+. Le Kenya a déjà conclu une entente avec d'autres grandes compagnies comme Netflix pour bannir le contenu LGBTQ de leur plateforme. Depuis le 11 septembre, le 15e festival Massimadi célèbre la culture et les arts des communautés noires LGBTQ+. L'événement met de l'avant des œuvres d'artistes afrodescendants, notamment des films, des documentaires. On en parle avec Parfaite Mouswanga qui a participé. Bonsoir, Parfaite. Bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, en prenant le temps de souligner, c'est quand même un événement qui t'interpelle personnellement. Oh my God, oui, beaucoup. J'ai été vraiment impressionnée de plonger dans autant de bienveillance. Il y a vraiment quelque chose de profondément réconfortant quand tu arrives dans un espace où des gens qui te ressemblent sont célébrés. Moi, à titre personnel, en tant que femme noire, comédienne, appartenant à la communauté, je me suis jamais vue à l'écran, je me suis jamais reconnue dans les émissions à la télé, comme si mon profil n'existait pas. Et j'ai vraiment tardé à me sentir à l'aise en société. J'ai très tôt eu des doutes par rapport à la place réservée aux personnes comme moi dans la culture. Et c'est précisément de ça que j'ai pu discuter avec les festivaliers la semaine dernière. Parlons de représentation des personnes afro-queer à l'écran. Elle est comment, cette représentation, en ce moment? Il y a des enjeux liés à ça? Oui, il y a plusieurs enjeux. On peut penser à des enjeux systémiques, comme la sous-représentation de ces communautés au sein des équipes de production. Il y a aussi des enjeux au sein même des communautés noires. Pendant longtemps, les gens ont nié l'existence des personnes LGBTQ+. Puis encore aujourd'hui, le sujet il reste assez sensible, alors qu'on a besoin d'avoir plus de modèles différents pour arriver à se forger. Il y a aussi une discrimination intersectionnelle et la communauté souffre encore beaucoup de l'invisibilisation des identités queer. Puis c'est pour ça que des initiatives comme Massimadi sont absolument nécessaires. Le but, c'est de s'unifier avec nos différences. Et pour citer le directeur de la Fondation Massimadi, Laurent Maurice Lafontan, dit « À travers les films diffusés, fiction et documentaires, nous voulons montrer que nous existons, que nos histoires sont réelles, que nos contributions à l'édification des cultures afrodescendantes ont leur importance et que nos peines, nos joies, nos échecs et triomphes sont universels. » Dans les arts télévisuels et cinématographiques, on en a parlé lors de la première émission pour les communautés LGBTQ+, en général. Il y a du progrès, mais c'est lent. Est-ce que c'est le même constat pour la représentativité afro-queer? Oui, malheureusement. Malheureusement, mais ça avance lentement, mais tu vois, dans le cadre du festival, il y a eu un panel sur la réalité afro-queer dans l'industrie du cinéma, un panel auquel tu as assisté. J'y étais, oui, très intéressant. Et parmi les panélistes, on a Suzanne Serre, réalisatrice et scénariste. Elle disait remarquer un effort pour inclure des membres de la communauté, mais encore faut-il que ce soit une vraie inclusion. Trop souvent, la production a recours à des consultants qui sont semi-écoutés, voire écartés une fois la consultation faite. Sauf que si la personne de ladite communauté n'est pas au sein de la production de A à Z, il peut y avoir une distorsion du contenu. Et c'est là que les stéréotypes peuvent arriver. Une autre panéliste, Aïcha Morin-Baldé, cinéaste guinéo-canadienne, soulignait que le réseau BIPOC dans le cinéma est petit, qu'il existe, mais qu'à Montréal, on est loin derrière comparé à Toronto, où c'est beaucoup plus large. Pour illustrer le tout, elle racontait qu'au dernier prix Gémeaux, Afro-Canada, une série documentaire qui retrace les 400 ans d'histoire afro-canadien en Amérique du Nord, a été nommée dans la catégorie meilleure émission ou série documentaire, mais qu'en dehors de cette équipe de production, le gala reste très blanc. Elle a également partagé des données de l'organisme Women in View, qui rapporte que les femmes et personnes non-binaires noires forment le groupe qui a été le moins engagé et a reçu le moins de financement dans l'industrie au Canada.
Et d'ailleurs, une étude est en cours pour dresser un portrait pour le Québec et les résultats sont attendus en 2024. Évidemment, quand ça va sortir, on va en parler, on sera là. Dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette tendance-là? Il y a quand même des pistes de solutions là, qu'on connaît. Ah, mais oui, mais tellement de choses. Déjà, il faut commencer par écrire des histoires, se permettre d'aller dans la fiction avec des personnages noirs et queer dans l'identité, ne se limite pas à ça. Il faut rendre ces personnages joyeux, montrer la joie dans la communauté et s'éloigner du black trauma par pitié. Des conséquences. Le black trauma, c'est. C'est ça, c'est les conséquences cumulées du racisme sur la santé mentale et physique d'un individu. Arrêter de montrer à répétition les enjeux socio-économiques stéréotypés. On est tellement plus que ça, tellement plus complexe, tellement plus complet. Par contre, il faut faire attention à qui raconte ces histoires. Aïcha Morin-Baldé soulignait aussi au panel qu'il y a beaucoup de programmes de mentorat qui existent. Il y a beaucoup de productions, on en a parlé, il y a des pistes de solutions, mais il y a certains projets qui sont un peu comme des façades. Oui, ben c'est justement, là aussi, il faut engager plus de personnes BIPOC devant et derrière la caméra. Puis, d'après un rapport toujours de l'organisme Women in View, sur le nombre de personnes noires engagées et qui obtiennent du financement dans le milieu, les femmes noires, ce qui inclut les personnes non-binaires, ont été les moins engagées et ont reçu le moins de financement. Il faut plus de personnes hors communauté qui poussent pour engager des personnes qui y appartiennent. Il faut des alliés. Le travail ne peut pas être fait juste par nous. Il y a du travail à faire ensemble. Ouais. Quand on regarde comment ça évolue, comment ça change, est-ce qu'on peut être optimiste par rapport à le futur qui s'en vient? Oui. Ben, le futur, je l'ai dit, je le clame, le futur, il est queer. Je vais le redire, le futur, il est queer. Il est beau, il est aussi coloré que le drapeau. Puis malgré les défis, on reste avec ce désir de s'élever tous ensemble. Puis le festival Massimadi est réellement devenu une rencontre annuelle. C'est quand même le seul festival de films et d'art afro-queer au Canada. Mais c'est surtout une invitation ouverte à tout le monde parce que, comme le dit si bien Laurent Lafontaine, le président de la Fondation, il ne faut pas s'intéresser aux communautés noires seulement quand il y a des abus ou des discriminations. Il faut s'y intéresser à tous les aspects de ces communautés, même quand il n'y a pas de sujet politique en arrière. Et surtout aussi quand il y a des bonnes nouvelles. Il ne faut pas les oublier de les partager. Le festival Massimadi se termine le 30 septembre. Consultez la programmation sur leur site Internet. Il y a encore des événements, des projections qui sont prévues, dont une en plein air qui s'en vient là, dans le village. Il y a aussi un défilé le 30 septembre à 17h sur la rue Sainte-Catherine, toujours dans le village. Et puis, en terminant par fait, il y a aussi les Journées de la culture qui s'en viennent à Montréal. C'est en fin de semaine. Oui, du 29 septembre au 1er octobre, partout dans la ville, il y aura toutes sortes d'activités culturelles gratuites. Je souligne, entre autres, Under the Radar, des créations cinématographiques de la communauté mondiale queer BIPOC, le 30 septembre, et Mouvement de terrain, un laboratoire vivant sur la crise migratoire. Le Canada, une terre d'accueil pour les communautés LGBTQ+. Ce sera le 30 septembre et 1er octobre. Vous pouvez consulter... Oh, pardon. Oui, non, j'allais le dire, mais allez-y. J'ai simplement que la programmation complète est disponible sur le site des Journées de la culture. Et nous, parfait, on se revoit un peu plus tard en octobre, le 18 pour être plus exact, parce que ce sera 2 jours avant la sortie d'un film que vous avez eu l'occasion de voir déjà. J'ai vu hier. On n'en parle pas beaucoup, mais vos premières impressions des Jours heureux de Chloé Robichaud. Absolument formidable. Foncez en salle, absolument formidable. J'ai été renversée. Ça sort le 20 octobre de mémoire, alors on aura l'occasion d'en parler le 18 octobre ensemble. Et d'ici là, la semaine prochaine, pour le segment culturel, ce sera Kamal Amakrel qui sera avec nous pour discuter de littérature. C'est déjà le mot de la fin. Je vous rappelle que samedi, le 30 septembre, c'est aussi la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Nous tenons donc à saluer la communauté bispirituelle et nous vous souhaitons des moments ressourçants de recueillement. Mes remerciements aujourd'hui à notre invitée de la semaine, Cathy Zografou. Merci beaucoup pour votre témoignage très éclairant et authentique. Merci. À la technique, Lou Perreno et interprète en langue des signes cette semaine, Marie Penel.
Invitation à tous et toutes qui nous écoutent. Venez nous voir. Écrivez-nous surtout pour nous donner vos commentaires. S'il y a des événements dans votre communauté qui se passent et que vous voulez qu'on en parle, écrivez-nous aussi. Ça va nous faire plaisir de prendre des suggestions, de vous recevoir à l'émission. On vous rappelle qu'on est présent sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Et notre formulaire pour s'inscrire à notre infolettre est disponible sur notre site internet toust.com. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.